Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Le président de la République est bien arrivé en Nouvelle-Calédonie. L'Airbus présidentiel s'est posé sur le tarmac de la Tontouta ce matin et la prévention des conflits d'intérêts. Des experts ont proposé des ateliers pratiques autour de l'éthique des politiques. Un rendez-vous souhaité par le président de l'Assemblée. Nous en parlerons avec lui puisque Anthony Géros est notre invité ce soir. Nous évoquerons aussi bien sûr ensemble la crise calédonienne. Deuxième session d'assises au tribunal. 3 jours de procès permettront de juger un homme de 49 ans accusé de viol et de tentative de meurtre sur une femme âgée de 62 ans au moment des faits en 2015 à Ayatea. Et puis nous irons du côté de Te Ahupu'o où devait se tenir le premier jour de la Shiseido Tahiti Pro. À défaut de compétition, la population profite des vacances pour venir visiter le site de l'épreuve de surf des Jeux Olympiques. Le président de la République, 3 de ses ministres et 3 hauts fonctionnaires sont bien arrivés en Nouvelle-Calédonie. Le retour à la paix, au calme et à la sécurité est la priorité des priorités, a déclaré Emmanuel Macron à sa descente d'avion. Il a ensuite rencontré les forces politiques, institutionnelles et économiques du Caillou. Un échange à huis clos. Avant cela, le chef de l'État a expliqué que l'état d'urgence était justifié, mais qu'il ne devrait pas être prolongé. Nous rejoignons Ayata Tarahu et Axel Mézinel à Nouméa. Bonsoir Ayata. Est-ce que nous nous dirigeons vers une sortie de crise ? Oui, c'est à cela que tout le monde aspire, évidemment, mais la sortie de crise dépend surtout des décisions politiques qui seront prises à l'issue d'un potentiel dialogue. Mais le préalable au dialogue, a indiqué Emmanuel Macron, c'est le rétablissement de l'ordre public. L'objectif est loin d'être atteint. À ce jour, 3000 forces de l'ordre œuvrent sur le terrain. 3000 hommes de sécurité intérieure supplémentaires arriveront dans quelques temps, a révélé le chef de l'État ce matin. Sur le plan politique, vous le savez, rien n'est acquis. Une chose est sûre, l'Union calédonienne, le principal parti indépendantiste, a d'ores et déjà annoncé qu'il ne participera pas aux rencontres, sauf retrait du projet de loi constitutionnelle. Le FLNKS, lui, autre composante indépendantiste, demande également la création d'une mission de médiation politiquement neutre. Enfin, Emmanuel Macron, vous l'avez dit, s'est déplacé avec 3 hauts fonctionnaires. Éric Thiers, directeur de cabinet de la ministre de l'Éducation nationale, Rémi Bastille, actuel préfet du Doubs, et Frédéric Potier, un cadre de la RATP. Ce sont eux qui composent, je cite, l'équipe de contact, fin de citation. Visiblement, à l'heure actuelle, c'est à eux qu'incombe la responsabilité de renouer le dialogue en Calédonie. Merci beaucoup Ayata. À l'issue de cette journée, des décisions seront prises et des annonces seront faites, a assuré le chef de l'État. Il a également précisé qu'il pourrait rester plus longtemps si nécessaire puisque son déplacement était initialement prévu pour 24 heures. L'urgence, c'est aussi le retour aux soins, à l'alimentation et à l'approvisionnement. Le Caillou vit aujourd'hui son 11e jour de crise. Indépendantiste kanak et tahitien s'en nés en même temps et partagent le même combat, celui de l'indépendance de nos peuples. Dès lors, il me paraissait adéquat et approprié d'intégrer des leaders indépendantistes polynésiens dans votre mission, dans votre prochaine mission de dialogue en qualité de médiateur pour la paix. Toutefois, vous êtes resté évasif sur le sujet. Je réitère donc ma question. Comptez-vous intégrer M. Moïté Broderson, président de la Polynésie française, à la mission de dialogue qui se rendra prochainement au Kanaki? Dans ce contexte, le gouvernement salue la parole des responsables politiques locaux qui ont appelé au retour de la paix civile et notamment celle du président de la Polynésie, Moïté Broderson. Le débat institutionnel que vous appelez de vos vœux sur l'avenir du territoire va être mené et sera installé dans le cadre d'une mission que le président de la République et le ministre de l'Intérieur sont en train de conduire. Bonsoir Anthony Géros, vous présidez l'Assemblée de la Polynésie française, merci d'être là. Le président de la République n'a visiblement pas besoin de médiateur. Il a annoncé ce matin vouloir un débat franc, direct et ouvert sur ces questions politiques et institutionnelles en Nouvelle-Calédonie. Vous pensez qu'une issue sera trouvée à cette crise ? Du moins on l'espère, on le souhaite de tous nos voeux, parce qu'il faut vraiment trouver à apaiser la situation et je pense que le président Macron a beaucoup de cartes en main pour arriver
à faire régner à nouveau la paix en Kanaki. Le chef de l'État a aussi déclaré que l'apaisement ne peut pas être un retour en arrière. Pour lui, les 3 référendums font foi. Est-ce que vous le rejoignez là-dessus? Alors, pas tout à fait, parce qu'on connaît les raisons pour lesquelles l'achoppement a eu lieu. On connaît les raisons pour lesquelles les débordements ont eu lieu. Je pense qu'aujourd'hui, pour apaiser la situation, il faut véritablement un geste fort de l'État. Et ce geste a été appelé de tous ses voeux par l'ensemble de la communauté calédonienne, qu'elle soit de gauche ou de droite, je dirais des loyalistes ou des indépendantistes. Il faut vraiment assurer une période de trêve pour le retour au calme et ensuite voir comment le débat ou le dialogue pourra s'instaurer. Le député Steve Chailloux estime que le peuple kanak mène le même combat que le peuple polynésien mène aujourd'hui. On l'a entendu, c'est ce qu'il a déclaré aussi place de la République à Paris. Est-ce que vous pensez que les Polynésiens se retrouvent dans ces propos? Oui, on mène le même combat, mais on n'a pas la même histoire, on n'a pas les mêmes origines, et donc on n'a pas eu la même genèse politique. Donc les choses sont quand même différentes entre ce qui s'est passé ici et ce qui se passe ici, et ce qui s'est passé là-bas et malheureusement, qui a dégénéré sur le pays. Merci beaucoup pour cette première réponse, Anthony Géros. Vous restez avec nous, bien sûr. Le président Broderson salue les initiatives privées pour acheminer des dons vestimentaires et alimentaires en Nouvelle-Calédonie. Dans un communiqué, il indique que le peuple polynésien est prêt à participer à l'effort dans un objectif de réconciliation et d'apaisement. Dans cet esprit, le gouvernement se joint à la messe œcuménique organisée ce soir par le père Landry. Je vous propose de rejoindre tout de suite Raihei Nadjarian et Mélissa Chong à la paroisse Mariano Otehau. Bonsoir Raihei, est-ce que l'appel du père Landry a été entendu ce soir? Bonsoir Cybèle, effectivement l'appel du Père Landry a bien été entendu. Regardez juste derrière moi, une centaine de personnes s'est rassemblée donc ici à l'église Mariano Otehau. Alors bien sûr il y a des protestants, des catholiques, des adventistes, des mormons, mais il y a aussi des membres du gouvernement, à l'exemple de Teweiti Komare, ministre de l'économie, ainsi que la vice-présidente du pays, Eliane Tewahitua. Alors j'ai pu rencontrer quelques fidèles et ils m'ont assuré qu'ils avaient de la famille, des amis en Nouvelle-Calédonie et que c'est donc pour cela qu'ils viennent les soutenir ici par la prière et le chant, comme on peut l'entendre à l'instant. Pour finir, il faut savoir bien sûr que l'ensemble des fidèles ici présents ne souhaitent qu'une seule chose, que la paix puisse revenir en Nouvelle-Calédonie. Et merci beaucoup Raihei. Voilà pour la crise calédonienne. Autre actualité, un séminaire sur la déontologie et la prévention des conflits d'intérêts a été organisé durant 2 jours à l'Assemblée de la Polynésie à destination des représentants mais aussi aux élus de proximité. Objectif, mieux appréhender les obligations de transparence et prévenir les conflits d'intérêts qui pourraient survenir dans le cadre de l'exercice de leur mandat. Des experts de l'Hexagone et du Canada ont organisé des ateliers pratiques avec des cas concrets. Écoutez la réaction de 3 représentants de l'Assemblée au micro de Mélissa Chong. Parfois, dans nos actions, on n'arrive pas vraiment à évaluer l'intérêt particulier et finalement on fait des bêtises qui sont sanctionnées par le tribunal et c'est important au niveau d'une carrière de politique de préserver son intégrité. On a l'impression que tout est dramatique, on pourra presque rien faire à les écouter. Autant mieux mettre des juges à la gestion de ce pays. Étant élu, on doit être dans les conseils d'administration des établissements du pays, notamment les SEM. Et comment ça se passe quand on est membre d'un conseil d'administration et en même temps qu'on doit voter, par exemple, bientôt on va voter le collectif budgétaire du pays, dans lequel il y a des fonds pour ces sociétés publiques. Est-ce qu'on pourra voter ou ne pas voter? Qu'est-ce qui est normal de faire? Qu'est-ce qui est légal en fait? Anthony Géros, en tant que président de l'Assemblée, vous teniez à l'organisation de ce séminaire. Concrètement, dans quel piège un élu peut-il tomber en matière de conflit d'intérêts? Il y a plusieurs pièges. Il y a le piège involontaire qui malheureusement peut se solder par une sanction d'inéligibilité, alors que la faute a été involontaire, mais c'est ainsi que le veut le texte sur la prise illégale d'intérêt. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois de l'histoire de l'Assemblée de Polynésie, les élus commencent à s'intéresser. Il y a une vraie remise en question, on l'a entendu là à l'instant. Il y a complètement une remise en question de l'ensemble de la classe politique, pas seulement au niveau de l'Assemblée, mais au niveau des élus, des locaux de proximité, comme les maires, les adjoints et les conseils municipaux. Oui. Parce que la sanction touche quel que soit le type d'élu qui puisse exister en Polynésie de la même façon. Ouais. Plusieurs
Tavannes, plusieurs maires sont actuellement concernés et devront rendre des comptes devant la justice. Vous pensez qu'ils auraient pu éviter le tribunal ? Si on leur avait offert cet outil, ce moyen d'information, ce moyen d'accès à la connaissance, peut-être que oui, peut-être que oui. C'est pour ça que je disais que même involontairement, le risque est latent, il est patent, et que malheureusement le faux pas peut vous amener devant un tribunal à vous justifier sur l'injustifiable. En parlant déontologie, Anthony Géros, le rapprochement du Tavini avec l'Azerbaïdjan, l'un des pays les plus totalitaires au monde, est-ce que vous-même, vous ne manquez pas de déontologie alors que ce pays est décrié pour le non-respect des droits de l'homme ? Oui, alors attends, il ne faut pas mélanger les choses, parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a un rapprochement, une harmonisation des rapports entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Ensuite, le rapprochement du Tavini-Gatira, ce n'est pas fait avec le gouvernement de l'Azerbaïdjan. Il s'est fait avec une ONG de l'Azerbaïdjan. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. C'est vrai qu'en Azerbaïdjan, les médias sont sous contrôle, les opposants politiques sont jetés en prison. C'est un pays gangréné par la corruption. Ça ne vous dérange pas ? Écoutez, si vous le dites ainsi, peut-être que oui, mais essayez de comprendre l'histoire de ce pays, essayez de voir exactement ce qui se passe, essayez d'être un peu plus neutre qu'on ne l'est aujourd'hui, parce que lorsqu'on intervient, c'est toujours par rapport à ce qu'on connaît de l'Azerbaïdjan, de ce que les médias français rapportent, mais il n'y a pas que ça, il faut voir autre chose. D'ailleurs, l'Azerbaïdjan a siégé au comité des 29 qui s'est tenu à Caracas, donc les choses se sont passées le plus parfaitement du monde. En plus, c'est un séminaire qui s'est passé dans un pays que l'Amérique pointe du doigt comme étant un pays comme vous venez de traiter. Mais non, c'est pas du tout le cas. Quand vous allez sur place, vous voyez la réalité des choses. C'est pas tout à fait ce qu'on vous raconte là où vous êtes ici en Polynésie, par exemple. Très rapidement, un mot sur le bilan de la première année du gouvernement Broderson. Le Tapura hier a dénoncé la poudre aux yeux, l'amateurisme. Comment réagissez-vous en quelques mots ? Écoutez, moi je laisse le soin et la paternité de cette première année de mandat à mon président du pays, que je soutiens. D'ailleurs, c'est vrai qu'on aurait pu faire plus que ce qu'ils auraient souhaité qu'on fasse, mais pour l'instant, on leur sert ce qui a été fait depuis le mai 2023 à aujourd'hui. Vous êtes confiant pour l'avenir ? Il faudra s'en contenter. Merci. Les faits remontent à l'année 2015. La victime a notamment été frappée avec un parpaing. Le suspect était alors âgé de 41 ans. Il n'a pas été arrêté tout de suite, mais une enquête approfondie a permis de le confondre grâce à des prélèvements de son ADN. L'affaire sera jugée sur 3 jours. Juan Pautoru, Hubert Liao. C'est l'une des pièces à conviction les plus importantes dans cette affaire sordide de viol et de tentative de meurtre survenue en juin 2015 à Rayatea. Une femme de 62 ans se fait agresser chez elle en pleine nuit par un homme qui lui assène des coups de poing et un parpaing par 2 fois au visage, suivi d'une pénétration digitale pendant qu'il l'étranglait avec des draps. Par instinct de survie, elle simule son inconscience, faisant croire à son agresseur qu'elle était morte, le poussant ainsi à prendre la fuite. Des faits tragiques enregistrés dans une enquête préliminaire, mais qui, faute de preuves tangibles, n'ont pu élucider l'agresseur rapidement. Il faudra attendre plusieurs années avec la section de recherche criminelle pour retrouver le bourreau suite à des prélèvements ADN, un scénario compliqué que regrette la partie civile. 6 ans pour pouvoir procéder à des actes initialement basiques, mais après il faut dérouler la pelote et reconstituer le puzzle 6 ans après, donc c'était pas forcément évident et c'est un soulagement de l'entendre et rassurant de savoir que ça a pu enfin être fait et que maintenant on puisse avancer au fur et à mesure de l'audience. Quant à l'accusé, il n'y a pas de feu sans fumée. Son casier judiciaire fait état d'une peine de 4 ans pour viol sur mineur avec fait de violence en 1998. En 2008 et 2022, pour tentative de vol et vol en réunion, un parcours chaotique révélateur de la faiblesse psychologique du prévenu. Peut-être son histoire, sa vie, et surtout ce qu'il a fait, pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas encore été entendu sur ces faits-là par la présidente et on n'a pas pu débattre de ça, donc on va laisser l'audience se passer avec le temps judiciaire. On pourra peut-être après en savoir plus, mais je veux lui laisser la parole devant ses jurés, ses juges d'un jour, pour peut-être qu'on puisse essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. Demain démarrera le 2e jour de cette affaire pénale. Les débats reprendront avec la suite des auditions. Et parmi celles-ci, il y aura les témoins des faits, les psychologues et les médecins.
Le premier jour de la Shiseido Tahiti Pro s'est transformé en day off aujourd'hui à Te Ahupu'o. Les vagues ne sont pas au rendez-vous, ni aujourd'hui ni demain. Mais même si la compétition de surf est en stand-by, la population profite des vacances pour venir visiter le spot et la nouvelle passerelle. Heyat Itahiata et Sandroli. Avec ses 3 mètres de large et son design plus moderne, la nouvelle passerelle de Te Ahupu'o fait forte impression auprès de la population, des grands comme des plus petits. Oui, c'est bien. On peut faire du skate et en plus c'est top. Vous venez souvent jouer ici? Tous les jours. Tous les jours? Oui. Qu'est-ce que vous faites d'habitude? Du skate, de la trottinette et tout. Même du surf. Oui, il est très beau, surtout le soir avec les lumières. Et c'est bien d'avoir un nouveau pont, ça évite de passer sur la petite passerelle. Avec une rampe plus adaptée, il permet surtout aux personnes à mobilité réduite d'accéder au site des Jeux Olympiques. Ça, c'est quelque chose de bien qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pensé à tous nos handicapés. Et il y en a beaucoup d'handicapés. Et ils veulent être intéressés aussi à la compétition, à ce qui se passe dans le pays. Malheureusement, c'est pas partout pareil. Mais si devant tout est beau, à 300 mètres plus au fond dans la vallée, la traversée est beaucoup plus laborieuse. Sur le seul accès en voiture, les véhicules s'enfoncent littéralement dans la rivière. Ouais, devant c'est beau, hein. Même la nuit, c'est illuminé, et voilà. Mais derrière, voilà, comme vous voyez, on passe tout le temps dans la rivière, il y a des cailloux. Là, comme c'est calme, ça va. Mais quand ça coule fort dans la rivière, on ne peut pas passer. Il faut absolument avoir un 4x4 au moins. Ouais, même pas. Même 4x4. C'est fort. Il faudra peut-être régler d'abord le foncier pour que le pays pourra faire une petite passerelle. On ne demande pas grand-chose, une voiture, chacun son tour, voilà. En attendant qu'il y ait un consensus entre les deux associations du coin et une solution pour construire sur un terrain privé, les véhicules passeront inévitablement par la rivière Fauoro, même pendant les Jeux Olympiques. Et en ce 22 mai, nous retiendrons cette information principale. Le retour à la paix, au calme et à la sécurité est la priorité des priorités, a déclaré le président de la République à son arrivée en Nouvelle-Calédonie ce matin. Accompagné de 3 ministres et 3 hauts fonctionnaires, Emmanuel Macron tente de renouer les fils du dialogue. À l'issue de cette journée, des décisions seront prises et des annonces seront faites, a assuré le chef de l'État. À la une de Tahiti Info demain, l'Assemblée va se doter d'un code de déontologie, également d'un comité. Nous parlions du séminaire à l'instant avec Anthony Géros qui a été organisé ces 2 derniers jours. On arrive au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, les premières infos seront à suivre sur Polynésie, la première radio, dès 5h30. D'ici là, passez une excellente soirée et une très belle nuit sur nos antennes. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet